J'ai terminé mon dernier exposé par un bref résumé de l'insurrection des Boxers, dont l'apogée se situe donc à l'été 1900. À ce moment-là, on n'a plus affaire, comme avant, à des bandes dispersées d'adeptes de la boxe sacrée allant attaquer les établissements des missionnaires et les villages habités par des convertis, mais on a affaire désormais à des troupes très nombreuses, des hordes, comme nous disent les sources occidentales, qui sillonnent le territoire de la province métropolitaine, donc du Djeli, et qui s'avèrent capables, dans certaines occasions, de s'organiser militairement et d'engager de véritables batailles avec l'armée régulière, ou à son côté, aux côtés de l'armée régulière, à partir du moment où les chefs de cette dernière ont reçu du trône l'ordre de collaborer avec les boxeurs pour chasser les étrangers de Chine. Au début de l'été, les boxeurs sont partout dans le triangle formé par les villes de Tianjin, Pékin et Baoding. J'avais pensé apporter une carte et je n'ai pas fait, mais enfin, en gros, quand même, oui, il y a de la craie. Si vous voyez à peu près, si vous figurez à peu près le golfe du Djeli, avec Pékin, Tianjin et Baoding se trouve à peu près ici. Donc dans cette zone proche de la capitale, au début de l'été, les boxeurs se trouvent partout et Baoding est une ville importante parce que c'est celle où le gouverneur de la province du Djeli, de la province métropolitaine, a son siège. Et ils ont virtuellement envahi Pékin et Tianjin. Et c'est bien sûr ce qui a conduit les puissances à rassembler un corps expéditionnaire et à se jeter dans la bataille, puisque Pékin et Tianjin sont les deux villes de Chine du Nord où il y a la plus grande concentration d'étrangers et que ceux-ci sont à présent menacés d'extermination. Le résultat, je l'ai résumé la semaine dernière, c'est l'entrée dans Pékin pour libérer le quartier délégation assiégé pendant 40 jours, l'entrée à Pékin du corps expéditionnaire étranger, la fuite de la cour, d'abord vers le nord et ensuite vers l'ouest jusqu'à Xi'an, la panique provoquée dans une bonne partie de la province métropolitaine pendant les mois qui suivent par des expéditions punitives conduites par des corps de troupes allemands, français, britanniques, etc. C'est la répression des boxeurs qui ont été mis hors la loi dès le lendemain de la défaite. Et ce sont les interminables négociations avec l'envahisseur menées par les quelques dignitaires laissés en arrière à Pékin qui s'efforcent tant bien que mal de garder le contact avec la cour et avec le gouvernement en exil. Et enfin, c'est la paix humiliante et terriblement coûteuse signée en septembre 1901. Sur tous ces aspects, donc, faisant suite immédiatement à la prise de Pékin par les étrangers, j'avais fait allusion la dernière fois à un article de moi, dont je vous ai mis la référence sur la feuille et dont j'ai ici quelques exemplaires puisque certains me l'ont demandé, que je peux donner tout à l'heure. C'est donc sur ces ruines que l'État des Qing va devoir se reconstruire. Et déjà, il est assez remarquable qu'il ait réussi à simplement survivre. Mais comme le montrent de façon éloquente les sources de l'époque, l'autorité de la cour n'a jamais été contestée, du moins pas ouvertement, par ceux qui continuaient de dépendre d'elle, en dépit de son exfiltration de Pékin dans des conditions particulièrement ignominieuses le 15 août 1900, et de son exil pendant près d'un an et demi. Malgré l'extrême difficulté des communications, la Cour restait informée de tout, était consultée sur tout. C'est à elle que s'adressaient les chefs des provinces dans le reste de la Chine. Le trône, c'est-à-dire nominalement l'empereur Guangxu, mais dans les faits l'impératrice douairière, Cixi, le trône continuait de dispenser édits et rescrits et maintenait l'apparence et jusqu'à un certain point la réalité d'un gouvernement impérial dont tout émane et vers qui tout remonte. L'explication, c'est que la dynastie des Qing, même humiliée, restait la seule autorité concevable en Chine. Et d'abord, elle le restait aux yeux de la bureaucratie impériale. Comme je l'avais signalé au passage,
les gouverneurs qui contrôlaient le centre et le sud de la Chine s'étaient contentés d'ignorer les injonctions les plus irresponsables de la cour au plus fort de la crise. Mais autant qu'on sache, aucun d'entre eux n'a à un quelconque moment manifesté ou envisagé de couper les ponts et de laisser sombrer le régime, ni pendant la crise, ni pendant l'exil de la cour à l'ouest. Et c'est un fait que la cour n'a eu aucune difficulté à reprendre les choses en main et à continuer comme si de rien n'était après la réinstallation du gouvernement à Pékin dans les premiers jours de 1902. Et de la même façon, les puissances qui avaient mis le gouvernement en fuite et qui occupaient la capitale ne semblent guère avoir envisagé, même passagèrement, de faire tomber la dynastie des Qing pour de bon, alors que rien n'aurait été plus facile si elles l'avaient voulu. Mais justement, elles ne le voulaient pas. Et il est facile de comprendre pourquoi. Imposer un régime d'occupation à Pékin et dans son hinterland immédiat, disons dans la province métropolitaine, eût été à la rigueur concevable, réalisable. En revanche, dans le reste de la Chine, où l'administration impériale était toujours en place, c'était hors de question. Et surtout, il n'existait tout simplement aucune force politique qu'on eût pu envisager de mettre au sommet de l'État à la place des Qing. Or, ce que voulaient les puissances, c'était un pouvoir légitime en Chine, à la fois docile et capable de garder l'empire en état de fonctionnement, et bien sûr de payer les réparations. Et après la leçon qui lui avait été administrée, le régime mandchou restait la meilleure option possible. Mais la situation sera tout à fait différente 10 ans plus tard, au moment de la révolution de 1911. Elle sera différente parce qu'il aura suffi de cette dizaine d'années pour que se constituent justement des forces politiques qui non seulement peuvent prétendre à s'emparer de la légitimité du pouvoir, mais encore qui attendent avec impatience l'occasion de le faire. Et le paradoxe, ou l'ironie si vous préférez, c'est que pour une bonne part, ce sont les Qing eux-mêmes, ceux-ci et son entourage, qui ont créé les conditions d'une telle transformation, ou au moins qui l'ont favorisée en faisant le choix de la modernisation, ou plus exactement en le faisant de nouveau après la tentative avortée de 1898, et cette fois de façon beaucoup plus systématique et beaucoup plus approfondie. Ce sont donc ce qu'on appelle les nouvelles politiques, les Xinzheng, dont j'ai déjà parlé, qui coïncident avec la décennie 1901-1911 et dont on peut dire qu'elles ont véritablement jeté les bases de la Chine moderne. Et l'important, c'est que ces nouvelles politiques ont cherché à moderniser la Chine non seulement matériellement et institutionnellement, mais aussi politiquement, du moins à partir du moment où le pouvoir a décidé de se transformer en une monarchie constitutionnelle dont le modèle était le Japon et le régime de Meiji. Pour être plus précis, la dynastie mandchoue s'est engagée dans ce processus de transformation politique inspiré du Japon, sur lequel je vais revenir, à partir de 1906. Elle l'a fait, remarquons-le, avec beaucoup de prudence et de réticence. Et faciliter l'émergence d'une opposition antidynastique n'était certainement pas au programme. Mais il ne semblait guère y avoir le choix. Après qu'il eut écrasé les Russes, sur terre et sur mer, en 1905, le Japon s'imposait en effet comme l'exemple unique et admirable d'une monarchie asiatique qui avait réussi à se transformer en un État puissant et redouté, traitant d'égal à égal avec les nations occidentales et débarrassé de leur interférence sur son propre sol. Donc exactement ce à quoi l'on aspirait en Chine depuis le milieu du XIXe siècle. Mais il y a plus. Beaucoup parmi les partisans d'une ouverture à l'Occident considéraient que si le Japon s'était montré capable de tenir la dragée haute à une puissance aussi formidable que la Russie et de s'imposer comme le pouvoir dominant en Asie orientale, ce n'était pas seulement parce qu'il avait édifié un État à l'imitation des États occidentaux, qu'il s'était mis à l'école de leurs institutions et de leur culture, et qu'il était devenu une puissance militaire et industrielle. C'était aussi parce que le régime instauré par l'empereur Meiji avait démontré, pensait-on, sa capacité à mobiliser la population autour du gouvernement pour accomplir de grandes choses. De même d'ailleurs, l'un des éléments qui avait le plus impressionné les Chinois, qui avaient eu dès les années 1870
la possibilité de visiter non pas le Japon, mais l'Europe et l'Amérique, comme diplomate ou comme étudiant. Le premier groupe d'étudiants chinois à l'étranger a été envoyé aux États-Unis en 1872. Une des choses qui les avait le plus impressionnés, c'était justement cette collaboration confiante du gouvernement et des citoyens qu'ils croyaient apercevoir. C'était en quelque sorte l'union de toutes les forces vives de la nation pour défendre ses intérêts. Or, comme nous le verrons, le projet de constitution finalement publié par la Cour des Qing en 1908 prévoyait, il est vrai avec un calendrier encore une fois extrêmement restrictif, prévoyait un certain degré de représentation des citoyens par le biais d'assemblées provinciales et locales élues et à terme d'un Parlement national et d'un gouvernement responsable. Autrement dit, la voie semblait ouverte à une semblable mobilisation des forces vives de la nation, à une participation active au gouvernement et à une véritable implication dans les décisions qui engageaient l'avenir. Et c'est bien ainsi que le comprenaient les membres des assemblées locales et surtout provinciales, dont la mise en place a fini par être concédée sous la pression à partir d'octobre 1909, même si, aux yeux du pouvoir, il ne devait s'agir que d'organes consultatifs sans aucun pouvoir politique. Le résultat, c'est que les assemblées provinciales où les réformateurs étaient très présents sont très vite entrés en conflit sur toutes sortes de sujets avec le pouvoir central. Le pouvoir central qu'elles accusaient de tout faire pour freiner le processus, justement, et de n'être intéressé que par la préservation de la domination mandchoue en Chine. Et c'est la conjonction de ces forces réformatrices avec d'autres forces révolutionnaires, celles-là, dont l'objectif était précisément de libérer la Chine du joug mandchou et d'instaurer une république. C'est cette conjonction qui a fini par faire tomber la dynastie. De cette brouille finale entre les élites locales et une régence mandchoue aussi arrogante que politiquement incompétente, nous verrons en temps voulu des illustrations, ou plutôt des reflets, saisis au ras du terrain dans la Chine profonde. Mais avant d'y arriver, et pour que ces illustrations et ces reflets fassent sens, il me reste un certain nombre de choses importantes à dire sur l'épisode des nouvelles politiques en général. L'édit impérial qui a lancé les nouvelles politiques, sans employer bien sûr cette expression, est daté du 29 janvier 1901. La cour était alors réfugiée à Xi'an et les négociations de paix engagées à Pékin n'en étaient qu'à leur début. Le texte de cet édit a été partiellement traduit ici et là, et plus ou moins bien, mais il mérite en fait d'être lu dans l'original et en entier. Et il mérite aussi d'être comparé avec l'édit du 11 juin 1898, celui qui avait inauguré les réformes des 100 jours. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, les deux textes recommandent essentiellement la même chose, à savoir combattre le conservatisme et le laisser-aller et rechercher dans le savoir occidental ce qui pourrait être mis à profit par la Chine pour devenir forte, tout en préservant les fondements de la culture chinoise. Ils rappellent aussi, chacun à sa manière, que les principes de gouvernement peuvent tout à fait être changés au fil des circonstances, comme l'atteste éloquemment le passé de la Chine. Et ils donnent des références depuis les classiques. Mais il y a des différences intéressantes entre les deux textes, et d'abord deux formes. Même si nous savons que le texte, l'édit de 1898, avait été rédigé en consultation avec l'impératrice douairière, il n'en est rien dit dans le texte proprement dit, et l'empereur Guangxu s'exprime entièrement en son nom propre. En 1901, par contraste, c'est différent. Guangxu parle toujours à la première personne, il utilise le pronom Chen, réservé à l'empereur, mais il précise bien qu'il le fait après avoir respectueusement reçu les instructions maternelles, l'expression étant Gongcheng Tseming, les ordres gracieux de sa mère, et qu'il rendra, mère adoptive en l'occurrence, et qu'il rendra compte de même à l'impératrice. Et de fait, il est parfaitement clair que c'est elle qui s'exprime dans ce texte. En effet, depuis le coup d'État de 1898, l'empereur n'était plus qu'une marionnette. Le texte contient également une attaque virulente contre les réformes de 1898, et en particulier contre Kang Youwei, ou plutôt contre le rebelle Kang Youwei, contre Kang Ni, comme l'appelle le texte.
Kang Youwei, dont j'ai signalé que le rôle a été considérablement exagéré par la suite, mais qui, malgré tout, à la fin des 100 jours, était devenu une sorte d'ennemi personnel pour ceux-ci. Ici, donc dans l'édit de 1901, ici, il est dit qu'il est pire que les Taiping et les boxeurs, et que ce qu'il recommandait, ce n'était pas de réformer les lois, ce n'était pas Bianfa, mais c'était bien d'y mettre le chaos, c'était Luanfa. Et l'empereur ajoute que Kang Youwei avait profité de sa faiblesse pour l'égarer, et que pour cette raison, il avait lui-même, l'empereur, supplié l'impératrice douairière de reprendre la régence. L'impératrice dont il affirme aussi qu'elle n'était absolument pas opposée aux réformes. Et dans tout cela, évidemment, c'est elle qui parle. On peut aussi noter que cet édit de 1901 insiste beaucoup sur la déréliction de la bureaucratie, la paperasserie, la routine et les vieilles habitudes, la négligence, la pusillanimité des fonctionnaires, etc., alors qu'en 1898, Guangxu déplorait plutôt leur incapacité à s'unir et les rivalités de factions entre conservateurs et réformateurs. Enfin, l'empereur, ou l'impératrice dont il n'est que le porte-voix, déplore que ce qu'on a appris jusqu'à présent des méthodes occidentales, ce ne sont que des mots, ou alors c'est comment fabriquer des machines. Autrement dit, la superficialité des techniques et non pas les principes fondateurs de l'administration à l'occidentale. Et je remarque au passage que lorsque l'édit de 1898 enjoignait aux fonctionnaires d'étudier le savoir occidental d'une manière qui ne fût pas justement superficielle, il employait exactement le même terme pour dire superficiel, à savoir pima, c'est-à-dire littéralement la peau et les poils. D'ailleurs, poursuit le texte, depuis qu'un édit impérial sollicitant des avis a été promulgué au moment où la cour séjournait à Taiyuan, au Shanxi, où elle s'est arrêtée 3 semaines en septembre 1900 avant de poursuivre vers Xi'an, tous les mémoires qui ont été reçus en réponse ou bien ne font que reproduire des articles trouvés dans la presse, et en effet la presse chinoise de type moderne s'était énormément développée depuis 1895, ou alors c'est du bavardage de lettrés, vraiment risible. Ce qui est donc demandé à présent à l'ensemble des hauts fonctionnaires, y compris les ambassadeurs postés à l'étranger, et avec beaucoup d'insistance, c'est de se livrer à une étude approfondie des grands principes de gouvernement, aussi bien en Chine qu'en Occident, et d'informer la Cour de tout ce qui, à leur connaissance, peut être adopté ou doit être rejeté ou peut être combiné, et dans tous les domaines, dans le but d'assurer enfin la prospérité, la puissance et la sécurité de l'Empire. Et pour cela, il dispose de 2 mois. Comme en 1898, donc, les choses ont été lancées à l'initiative du trône, tout en répondant à une attente formulée par de larges secteurs de l'opinion informée. Malgré tout, encore une fois, le ton n'est pas le même. Contrairement à l'édit de 1898, qui sollicitait les énergies de tous, depuis les aristocrates et les hauts fonctionnaires jusqu'aux lettrés ordinaires et aux gens du peuple, celui de 1901 ne s'adresse qu'au gratin de la haute bureaucratie. C'est bien le sommet de l'État qui doit prendre les choses en main, Et il ne s'agit plus d'aborder les choses de la manière brouillonne qui avait compté pour beaucoup dans l'échec des réformes en 1898. Et justement, pour éviter cette manière brouillonne, un organisme indépendant appelé le Bureau pour la supervision des affaires politiques, donc le Tuban Zhengwuchu, est mis sur pied peu de temps après pour centraliser, sélectionner et évaluer les propositions reçues et aussi pour relancer les gouverneurs qui n'ont pas répondu à l'appel à propositions alors que 4 mois se sont déjà écoulés. Et c'est ce même bureau qui devra superviser la mise en œuvre des politiques sélectionnées. Et le mot choisir, faire un choix dans un ensemble de possibilités, en chinois, zhenzhi, revient à plusieurs reprises dans tous ces textes. Donc, pour superviser la mise en œuvre des politiques sélectionnées, aussitôt que la Cour sera de nouveau installée à Pékin. Ce bureau de supervision est composé d'un prince mandchou, de quelques grands secrétaires et du ministre des Finances, tous des fidèles du trône. Tandis que les 2 principaux gouverneurs généraux basés dans le moyen Yangtze, à savoir Zhang Zhedong, dont j'ai déjà parlé, ainsi que Liu Kuni,
sans doute les deux modernisateurs les plus chevronnés à ce moment au sein de l'appareil d'État, que ces deux gouverneurs donc sont désignés comme correspondants. Tout cela est donc on ne peut plus représentatif de l'extrême centralisation qui a prévalu pendant tout l'épisode des nouvelles politiques, et aussi de la volonté d'aller de l'avant. Certes, le texte compare les réformes nécessaires à une sorte de réajustement, comme en faisaient déjà les anciens, est-il dit, littéralement comme s'il ne s'agissait, pour reprendre l'image employée, que de changer une corde de la cithare et de la retendre. Kaïsienne Kenchang. Autrement dit, comme si le but recherché était en fin de compte d'adapter les institutions nationales à un contenu inspiré de l'étranger, partiellement inspiré de l'étranger, plutôt que de tout changer. Mais dans les faits, l'impératrice Ceci semble bien avoir été disposée dès le départ à transformer les institutions du gouvernement central de façon assez drastique. Et il faut reconnaître que son leadership dans toute cette affaire ne manque pas d'impressionner. Quant à la question de sa sincérité, les auteurs ont tendance à dire tout et son contraire. J'ai mentionné la semaine dernière ce livre récent de Zhong Zhang qui présente Ceci comme ayant eu toute sa vie la passion du changement comme chevillé au corps. D'autres auteurs, chinois notamment, se situant dans la tradition initiée par les révolutionnaires de la fin des Qing et poursuivis par le Kuomintang, d'autres auteurs donc affirment au contraire que c'était une réactionnaire dans l'âme, qu'elle détestait tout ce qui était étranger et que c'est contrainte et forcée qu'elle a patronné les réformes des nouvelles politiques puisque c'était une question de survie pour le pouvoir mandchou. Peut-être serait-il plus raisonnable de suivre un auteur comme S.A.M. Adshead, dont j'ai donné la référence, mais dont je parlerai plus tard d'une étude très intéressante sur le Sichuan, qui caractérise au passage ceci comme, je cite, conservatrice par tempérament, mais capable de devenir radicale lorsque les circonstances l'exigent. Quoi qu'il en soit, la question qu'il convient de se poser est quelles ont été les conséquences concrètes de cette injonction de 1901 que certains auteurs n'ont pas hésité à comparer à l'édit de 1868 qui avait lancé la modernisation japonaise. Les historiens sont loin d'être unanimes là-dessus. Déjà, pendant longtemps, l'épisode des nouvelles politiques a été plus ou moins ignoré ou passé sous silence, en dehors de quelques mesures à forte portée symbolique comme l'abolition des examens mandarinaux ou l'annonce du processus constitutionnel. Ou alors, il a été considéré, cet épisode, comme rien de plus qu'une vaine tentative pour remettre en selle un régime miné par la corruption et l'incompétence et complètement discrédité. Telle était tout particulièrement la vision qu'en donnaient les révolutionnaires, comme je viens de le dire, d'obédience Sun Yat-senienne, ceux qui avaient précisément fait tomber le régime mandchou ou qui considéraient que c'était eux qui l'avaient fait tomber. Pour Sun Yat-sen, ses disciples et ses successeurs, c'était la révolution qui avait fait entrer la Chine dans la modernité, et certainement pas les quelques réformes entreprises in extremis par les Qing. Et pendant longtemps, cette interprétation a plus ou moins dominé la doxa historienne en Chine et aussi bien hors de Chine. C'est encore elle qu'on trouve, pour ne donner qu'un seul exemple, mais dans un ouvrage très consulté, c'est elle qu'on trouve dans le chapitre sur les nouvelles politiques rédigé par l'historien japonais Ichiko Chuzo pour la Cambridge History of China. Ichiko affirme en autant de mots que les réformes qu'il décrit par le menu, par ailleurs, n'auront jamais été qu'un effort désespéré de la part des éléments les plus réactionnaires de la société et du régime pour sauver ce qui pouvait encore l'être de leur pouvoir et de leurs avantages en concédant un certain nombre d'adaptations au monde moderne. Et de toute façon, dit-il aussi, dès lors qu'on examine leur application effective de ces réformes, elles s'avèrent être pour une large part une illusion d'optique, un simple faux-semblant. Or, on a commencé à considérer les choses très différemment depuis, disons, une vingtaine d'années. L'un des premiers auteurs à avoir réhabilité, si je puis dire, les nouvelles politiques, et même à l'avoir fait avec beaucoup d'enthousiasme, est Douglas Reynolds, dont je vous avais déjà cité l'ouvrage la dernière fois, un ouvrage donc dont le fil conducteur, comme l'indique le titre, est l'influence japonaise sur tout le processus.
influence qui a indiscutablement été profonde, mais peut-être pas aussi universelle que ne semble le penser Reynolds. J'en reparlerai, et à ce sujet, on ne peut manquer de remarquer que l'édit de 1901 parle de s'inspirer de l'Occident, mais qu'il ignore l'existence du Japon, alors qu'à l'époque, le Japon était déjà devenu un modèle dominant pour les Chinois. Reynolds n'hésite pas à parler d'une révolution tranquille, mais totalement radicale, et qu'il fait d'ailleurs débuter dès 1898, une révolution qui aura paradoxalement été menée par des conservateurs, dit-il encore, et dont il affirme, en se laissant peut-être un peu emporter, qu'elle représente, je cite, une réussite majeure dans l'histoire mondiale. Reynolds parle en fait d'un véritable changement de paradigme, et il est le seul à traduire en anglais le mot Xinjiang, non pas par New Policies ou Nouvelles Politiques, comme tout le monde le fait, mais par New Systems, en insistant donc sur l'aspect institutionnel et systémique des choses. On pourrait encore citer d'autres travaux, notamment des travaux chinois, qui prennent les Xinjiang au sérieux. Il existe aussi, je le mentionne au passage, un ensemble de 4 articles, 2 par des auteurs américains et 2 par des auteurs français, parus dans la revue Modern Asian Studies en 2003 et consacrés aux transformations effectivement considérables qui ont pris place au niveau du gouvernement central et de ses institutions. Et comme le montrent les auteurs qui ont participé à ce symposium, les réformes engagées à la fin des Qing n'ont peut-être eu que des effets limités dans les médias, et elles n'ont pas empêché la dynastie mandchoue de s'effondrer au bout d'une dizaine d'années, bien sûr, mais elles ont mis en route un processus de modernisation et de centralisation de l'État et un programme d'intervention étatique dont ont hérité tous les régimes qui ont succédé au Qing. Aussi bien la République pendant la période dite du Beiyang, dont la capitale était à Pékin, que le régime nationaliste, à partir de 1928, dont la capitale était à Nankin, et même à beaucoup d'égards, que le régime communiste. Ainsi, après 1901, les anciens ministères, donc ce qu'on appelle les 6 ministères, qui dans le système impérial n'étaient d'une certaine façon que des sections de l'administration centrale, et le mot qu'on traduit par ministère est POU, donc un organisme, un élément, des services spécialisés, si vous voulez, se partageant la gestion courante de l'Empire, conformément à une répartition des tâches et avec des méthodes plus que millénaires. C'est ainsi que ces anciens 6 ministères ont été progressivement réformés et restructurés à l'image des ministères occidentaux, ou plutôt, en l'occurrence, japonais. On leur a confié de nouvelles missions, répondant aux nouvelles responsabilités de l'État, dans le domaine de la fiscalité, de la défense, de l'éducation, etc. Et l'organisation du personnel et le recrutement des fonctionnaires ont été profondément réformés. Et là, l'abolition des examens traditionnels en 1905 a évidemment joué un rôle majeur dans la mesure où les anciens critères de qualification pour entrer dans la fonction publique ont disparu du jour au lendemain et où toute la culture philosophico-littéraire et tous les savoir-faire sur lesquels reposaient ces critères ont par conséquent perdu toute pertinence. En outre, des nouveaux ministères ont été créés pour répondre aux exigences de l'internationalisation et de la modernisation de la Chine. Ainsi, un ministère des Affaires étrangères, mais là il est vrai que le Zhongli Yamen, auquel j'ai déjà fait allusion et qui avait été créé en 1861, avait montré la voie, bien qu'il n'eût pas à l'époque rang ministériel, mais dès le protocole Boxer signé en 1901, les puissances avaient exigé la création d'un véritable ministère des Affaires étrangères, placé devant les autres dans l'ordre hiérarchique. Ainsi encore, un ministère de l'Éducation, créé en 1905, un ministère du Commerce, créé en 1903, qui était également en charge des chemins de fer et des industries minières, autrement dit un secteur clé de la modernisation économique. Ainsi, toujours un ministère de la police, créé en 1905 et transformé l'année suivante en ministère de l'Intérieur, un bureau chargé de la formation militaire, etc., etc. Et après la réorganisation de l'État en 1906, dont je vais reparler et qui a donné une nouvelle impulsion aux nouvelles politiques, une série d'autres ministères
à l'imitation du Japon ont été encore mis sur pied. Des communications, de l'agriculture et de l'industrie, etc., etc. En somme, il s'agissait de mettre en place des institutions centrales qui permettraient à l'État de prendre en charge la modernisation du pays et de le faire de façon concertée et cohérente. Et ces institutions, encore une fois, ont été reprises telles quelles ou avec peu de modifications par les régimes qui ont succédé à l'Empire. La question qui se pose évidemment à partir de là est celle de l'impact de ces nouvelles instances sur le terrain, dans les provinces, de ce qu'elles ont été en mesure ou non de réaliser, du degré auquel leurs décisions ont été suivies des faits, et où exactement, pourquoi, etc. Et c'est aussi la question, celle du degré effectif de contrôle que ces instances exerçaient, de leurs relations avec les pouvoirs locaux, que ces pouvoirs fussent formels ou informels, et ainsi de suite. Quand bien l'on pense, il est extrêmement difficile de donner une réponse générale. Cela étant, il est hors de doute que l'environnement administratif, économique, éducatif, matériel même, dans lequel vivaient les Chinois, a commencé à changer, parfois de façon marginale, parfois très sérieusement, sous l'impulsion du pouvoir central et des politiques qu'il promouvait. Mais ça a été de façon très irrégulière, suivant les régions et les localités. Il s'agissait dans certains cas, de véritables nouveautés, comme par exemple la création d'une police et d'un système de prison moderne. Nous en verrons plus tard des exemples. Et l'on peut en dire autant, probablement, même certainement, des efforts pour créer de nouveaux codes juridiques, une nouvelle législation commerciale, etc. Encore qu'en 1911, beaucoup de ces projets étaient loin d'avoir complètement abouti. Autre exemple, la loi ordonnant l'établissement de chambres de commerce dans tout le pays, qui crée un nouveau type d'institution et dont tout indique qu'elle a très vite introduit une nouvelle dynamique dans les pratiques commerciales et dans les relations entre les marchands et l'État. Dans d'autres cas, en revanche, l'objectif était plutôt de reprendre en main et d'étendre à tout le pays des réformes qui avaient été engagées ici et là avant 1901 et parfois bien avant. Et là, je pense bien sûr à la mise en place d'une hiérarchie d'écoles modernes, s'inspirant du modèle japonais et dispensant un enseignement partiellement occidentalisé, ou encore au développement des chemins de fer, qui avaient été initiés également à l'époque du mouvement des affaires occidentales, et bien sûr, je pense à l'édification de forces armées organisées, entraînées et équipées suivant les normes occidentales et japonaises. Et là aussi, il y a eu des antécédents importants dès avant 1900. Dans ces trois domaines, donc, l'éducation, les chemins de fer, les forces armées, les nouvelles politiques n'ont pas tout inventé. Mais elles ont cherché, non sans succès, mais parfois non sans problème, et ça nous le verrons en matière ferroviaire, justement à propos du Sichuan, elles ont cherché à renouveler, à systématiser et le plus possible à contrôler des secteurs où la modernisation avait déjà été mise en route. Le problème, c'est qu'au lendemain de la crise des Boxers, l'État des Qing était désespérément à court de moyens, avec des indemnités de guerre énormes à payer annuellement. Le problème, c'était ensuite que pour cette raison, toutes ces nouveautés devaient être financées à coup de nouvelles taxes décidées au coup par coup et dans un cadre local, ou alors en s'endettant auprès de consortiums bancaires étrangers. Et c'était que, de ce fait, les réformes étaient susceptibles de rencontrer beaucoup de résistance et d'hostilité. En effet, l'innovation peut être, dans tous les cas, difficile à imposer lorsqu'elle se heurte à des intérêts ou à des traditions bien installées, mais lorsque l'État qui les dicte n'a pas les moyens de financer ces réformes et doit prélever les ressources indispensables sur ceux-là même qui sont supposés en bénéficier, cela pose alors bien plus de problèmes encore. Et nous rencontrerons, encore une fois, quelques exemples tout à fait concrets de ces contradictions et des troubles qu'elles étaient susceptibles de provoquer. Et puis, il y a la dimension proprement politique à laquelle j'ai déjà fait allusion. L'événement clé, nous l'avons vu, c'est la victoire du Japon contre la Russie en 1905. Et c'est un événement, effectivement, dont il est difficile d'exagérer le retentissement. Et pas qu'en Chine, bien sûr. En Chine, en tout cas,
la victoire japonaise a été vue comme une victoire du constitutionnalisme de Meiji contre l'autocratie russe, comme la preuve qu'une nation gouvernée par une monarchie constitutionnelle était plus forte qu'une nation sous la coupe d'une monarchie absolue. Plusieurs personnages influents dans la haute bureaucratie avaient commencé à faire campagne en fait pour une constitution dès 1904, donc dès l'année précédant le conflit, ou plutôt l'année du début du conflit entre les Japonais et les Russes. Mais c'est seulement après la victoire du Japon qu'un puissant mouvement d'opinion s'est fait jour, aussi bien dans la bureaucratie que parmi le public éduqué, un courant aux yeux duquel la seule voie pour que la Chine arrive à résoudre ses problèmes et à acquérir indépendance et respect, c'était d'adhérer au constitutionnalisme. Et du côté du pouvoir également, on a senti que le triomphe du Japon était le signe que les réformes décidées jusqu'alors n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait trouver un moyen de se reconnecter avec le pays. L'une des premières conséquences, et pas des moindres, ça a été de hâter l'abolition des examens mandarinaux dont j'ai signalé tout à l'heure les effets. En réalité, il ne s'agissait que de confirmer le caractère obsolète de cette institution plus que millénaire et de son inadéquation complète au regard du nouveau système d'enseignement dont la généralisation dans tout l'Empire avait été édictée en 1904. Mais engager la Chine dans la voie constitutionnelle était une autre chose. Comme le trône était assailli d'appels en ce sens, on a donc commencé par envoyer une délégation de 5 dignitaires, accompagnés d'une suite nombreuse, examiner la question en Europe, aux États-Unis et au Japon. Quand ils reviennent, 6 mois plus tard, leur évaluation est plutôt positive, et surtout, ils concluent que, pour des raisons de proximité culturelle, le système japonais semble être le mieux adapté à la Chine. Les mêmes personnages font également remarquer qu'une constitution habilement rédigée permettrait en fait de renforcer les prérogatives du pouvoir central et donc de la dynastie au lieu de les diminuer, et cela tout en ralliant l'opinion publique. Ceci convoque donc un petit groupe de hauts dignitaires pour discuter de la question et, en dépit de certaines oppositions, il est décidé d'aller de l'avant. Le 1er septembre 1906, un édit impérial proclame donc qu'il est nécessaire de se convertir à une forme constitutionnelle de gouvernement, mais il affirme aussi que le pays n'est pas encore prêt, qu'il faut d'abord réformer l'administration, éduquer la population, etc., et que cela va prendre plusieurs années. Et en effet, tout en continuant à réfléchir sur le meilleur modèle de constitution, et de nouvelles missions ont été envoyées en Angleterre, en Allemagne et au Japon, les organes centraux procèdent sans attendre à diverses réformes administratives et d'abord, et nous y revenons, à la mise en place d'une série de ministères plus proches des modèles japonais et occidentaux. On crée ainsi des ministères nouveau style pour l'armée, les finances, les communications, l'agriculture, l'industrie et le commerce, qui sont réunis dans un même ministère, la justice, etc. Et l'on crée aussi une Cour suprême de justice, l'un des objectifs proclamés étant en effet de séparer les pouvoirs exécutifs et judiciaires. En tout état de cause, l'un des effets indirects de ces réformes, proclamées indispensables pour préparer l'avènement d'un système constitutionnel, c'est justement de renforcer les pouvoirs du gouvernement central au détriment des gouverneurs, et c'est aussi de renforcer le pouvoir des Mandchous dans la mesure où ce sont eux qui occupent désormais la majorité des postes ministériels, par opposition à l'ancien système de diarchie qui prévalait dans les 6 ministères, six ministères traditionnels, c'est-à-dire qu'il y avait systématiquement un ministre mandchou et un ministre chinois dans chaque ministère, et ces 6 ministères traditionnels, donc les liubu, disparaissent pour le coup définitivement à l'occasion de ces nouvelles réformes. S'il fallait sommairement décrire la suite des événements, je parlerai peut-être d'une course de lenteur du côté du pouvoir et d'une pression incessante de la part d'un public de plus en plus large. Le contraste tient aussi au fait que le public aspire à la création immédiate d'un parlement et d'assemblées provinciales et locales dotées d'un maximum de pouvoir et d'une véritable capacité d'intervention, alors que, dans la vision de la Cour, tous les pouvoirs, et d'abord l'existence même de la Constitution, doivent émaner du trône.
Et c'est bien pourquoi c'est le modèle japonais qui a été adopté. Une constitution octroyée, appuyée sur un appareil législatif codifié, préservant soigneusement l'inviolabilité de la personne impériale et la pérennité de la dynastie pour 10 000 générations, et enfin, réservant toutes les décisions finales, y compris l'approbation des lois votées par le Parlement, au trône. Et comme le montre Reynolds de façon convaincante et très détaillée, ce choix s'est appuyé sur un examen minutieux des institutions japonaises, un examen opéré avec l'aide d'hommes d'État et de juristes japonais, et le résultat de ces cogitations est promulgué en août 1908 sous la forme de ce qu'on appelle des principes généraux sur la Constitution, donc Sienfa Tagan, en 23 articles, qui sont donc étroitement modelés sur la Constitution japonaise, sauf qu'ils octroient à l'empereur Qing des pouvoirs encore plus étendus que ceux de l'empereur du Japon. Et comme précédemment au Japon, une période de tutelle de 9 ans doit s'intercaler avant l'entrée en application effective de la Constitution, avec des élections nationales, donc pour un Parlement, prévues pour 1916 et une première session de ce Parlement en 1917. Ceci et l'empereur Gongxu meurt en septembre 1908, moins de 3 mois après la promulgation de ces principes généraux sur la Constitution. Et pendant les 3 années suivantes, jusqu'à la Révolution, c'est contre le régent qui occupe le trône au nom du bébé empereur Puyi, qui est son fils, et contre le groupe de dignitaires mandchous qui en est arrivé à monopoliser l'essentiel du pouvoir au sommet, et dont la préoccupation était essentielle et d'y rester, que va se développer une opposition de plus en plus virulente, nourrie par la déception profonde qu'a suscité le projet de constitution. Et cette opposition a désormais des moyens quasi légaux de s'exprimer. En effet, dès le début de 1909, et dans l'espoir apparemment de faire tomber la pression et de rétablir le contact avec l'opinion publique, le régent avait octroyé la convocation d'assemblées consultatives locales, ou plus exactement provinciales, qui sont appelées donc des tsuichu, élus suivant un système censitaire très restrictif, et qui fait que ce sont en fait des assemblées de notables, et ces assemblées ont donc commencé à se réunir en octobre de la même année, 1909. Or, comme je l'ai dit au début, les assemblées provinciales vont très vite devenir le fer de lance de l'opposition, et en fin de parcours, elles se rallieront sans difficulté au républicanisme. Et il en va de même pour l'Assemblée nationale, convoquée un an plus tard, en 1910, qui n'était, il faut le préciser, pas du tout un parlement, mais un simple corps consultatif composé de 200 membres, dont une moitié était directement nommée par le gouvernement, et une moitié de cette moitié entièrement composée de Mandchous, tandis que l'autre moitié était désignée par les assemblées provinciales, en leur sein. Sur le plan politique, d'abord, les assemblées provinciales font ardemment campagne pour la convocation immédiate d'un Parlement national, un vrai Parlement national, et non pas au bout de 9 ans, ni même 5, puisque dans un geste de grand libéralisme, le régent avait en 1910 réduit la période de tutelle à 5 ans, avec promesse de convoquer le Parlement dès 1913. Par 3 fois durant l'année 1910, la quasi-totalité des assemblées provinciales envoient des délégués à Pékin pour présenter une pétition exigeant la convocation d'un Parlement. Et à chaque fois, elles se font renvoyer dans leur province comme des fauteurs de troubles, ce qui ne fera bien sûr que les pousser dans les bras des républicains. Mais au niveau local aussi, les assemblées ont largement débordé le rôle de conseillers respectueux qui leur était dévolu. Elles sont en fait devenues le porte-voix de toutes les oppositions et de toutes les protestations suscitées par les politiques imposées par les gouverneurs provinciaux, lesquels gouverneurs provinciaux étaient devenus à cette époque de simples exécutants, plus ou moins zélés, mais parfois très zélés, au Sichuan par exemple, on le verra. Donc des décisions qui étaient de simples exécutants de décisions prises par la Cour. Et il en est allé de même avec les assemblées locales, cette fois, au niveau des préfectures, des sous-préfectures, des villes et des cantons ruraux, qui ont été mises en place à peu près au même moment dans le cadre de ce qu'on appelait l'autogouvernement local, donc Tifangziju.
Et là, nous retrouvons le niveau régional et local auquel se situent les textes autobiographiques que j'examinerai à partir de la fois prochaine. Comme je l'ai déjà indiqué, la région où se situe le premier de ces textes est le Sichuan. Or, il se trouve que pendant les années ultimes de la dynastie des Qing, le Sichuan a été à la pointe de l'opposition et des protestations que je viens d'évoquer, à tel point qu'à ce qui est devenu la date officielle du début de la Révolution de 1911, autrement dit celle de la mutinerie qui a éclaté à Wuchang, la capitale du Hubei, soit donc le 10 octobre 1911, à cette date, donc, la plus grande partie du Sichuan se trouvait depuis plus de 2 mois déjà dans une situation d'insurrection généralisée. La revendication constitutionnelle n'était en fait qu'une partie du problème. Les troubles qui ont éclaté en juin 1911 à Chengdu, la capitale du Sichuan, puis dans le reste de la province, et qui ont fini par faire tomber le gouvernement provincial, avaient pour origine un grave conflit qui opposait les notables du Sichuan, ainsi qu'une partie non négligeable de la population, au gouvernement central à propos d'un projet ferroviaire. J'expliquerai le moment venu les tenants et aboutissants de cette affaire, dont je dois cependant dire qu'on ne rencontre que des échos très indirects, dans l'autobiographie de Liu Duanfen. Mais il se trouve aussi que cette autobiographie couvre exactement les années du conflit autour de la Constitution, 1908-1911, et que les problèmes locaux dont elle parle, considérés du point de vue de l'administration locale, bien sûr, puisque Liu Duanfen était magistrat, sont absolument typiques de la période des nouvelles politiques, des nouveautés qu'elle a introduites dans la vie locale, jusque dans les endroits les plus reculés, et le plus souvent des tensions et des conflits suscités par ces nouveautés. Mais avant d'aborder tout cela, donc dès le début de la fois prochaine, je voudrais m'autoriser encore aujourd'hui un petit retour en arrière, même si cela doit nous retarder un peu. Je voudrais revenir un instant sur la personnalité et sur l'attitude de Cixi, de l'impératrice douairière. Je l'ai déjà dit, l'épisode des nouvelles politiques a suscité des appréciations et des interprétations tout à fait divergentes. Pour les uns, ce n'était qu'une comédie de modernisation, une sorte d'écran de fumée dont le seul objectif était de sauver la dynastie et de maintenir les Mandchous au pouvoir. Pour les autres, au contraire, ça a été une authentique révolution, une révolution qui, à de multiples égards, a projeté la Chine dans l'âge moderne. Tout réactionnaires qu'ils fussent, les Mandchous, qui monopolisaient le pouvoir à Pékin au début du XXe siècle, auraient en quelque sorte joué un rôle objectivement progressiste, comme on disait à une certaine époque. Et on retrouve les mêmes divergences à propos de Cixi elle-même. Nous l'avons aussi vu. Et ici, c'est plus précisément son attitude par rapport au mouvement constitutionnaliste qui m'intéresse. Pour beaucoup d'auteurs, son soutien à l'entreprise constitutionnelle entre 1905 et sa mort en 1908 était purement opportuniste. Elle aurait suivi le mouvement contrainte et forcée et uniquement pour éviter au régime de s'attirer une impopularité qui aurait pu le mettre en grand danger, pour plaire aux étrangers détestés, lesquels exigeaient que la Chine modernise ses institutions politiques et juridiques afin de devenir un partenaire fréquentable. Et enfin, malgré tout, parce que si les choses étaient bien conduites, le trône pourrait se retrouver au terme du processus constitutionnel encore plus puissant et encore mieux protégé qu'avant. Pour d'autres auteurs, en revanche, c'est Cixi qui a inspiré et contrôlé chaque étape de la réforme administrative et constitutionnelle. Elle a correctement perçu qu'il fallait en passer par là pour conférer à la Chine la puissance et la richesse, autrement dit, atteindre ce qui restait le but ultime, et elle n'a pas eu peur d'aller contre l'opinion de la fraction la plus conservatrice du clan impérial et de la bureaucratie. Je n'ai pas, pour ce qui me concerne, d'opinion vraiment arrêtée sur la question, et vous me direz peut-être que savoir si ceci était progressiste ou réactionnaire n'a finalement pas une si grande importance, que ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait et dit exactement, qui d'ailleurs n'est pas du tout facile à reconstituer d'après les sources dont on dispose. Or, justement, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter une source qui nous montre ceci parlant des problèmes qui nous ont occupés aujourd'hui, et je dis bien en parlant avec un interlocuteur et avec ses propres mots. Cette source, dont personne n'a jamais parlé, parce qu'elle n'est pas du tout connue,
ce sont deux courts comptes rendus d'audience sur lesquels je suis tombé par le plus grand des hasards en examinant une de ces anthologies compilées par des fonctionnaires, par certains fonctionnaires qui faisaient figurer une sélection de leurs propres papiers administratifs, supposés démontrer leur sérieux et leur professionnalisme et supposés servir de modèle à leurs collègues. Comme vous le savez peut-être, je m'intéresse depuis de longues années, très longues années, à ces ouvrages qu'on appelle traditionnellement des gongdu, un mot qui signifie littéralement des documents publics, car ces ouvrages s'insèrent dans un vaste ensemble d'écrits pédagogiques ou de manuels destinés aux fonctionnaires, dont je compile à mes moments perdus un inventaire descriptif. L'ouvrage en question a pour titre Taopi Gongdu, ce qui pourrait signifier quelque chose comme documents administratifs collectionnés comme des tuiles anciennes. Mais à vrai dire, je n'en suis pas du tout sûr. L'ouvrage n'a pas de préface, et souvent les préfaces expliquent les titres. Son auteur est un certain Liu Zhuti, dont nous savons seulement qu'il est né en 1868, parce qu'il donne son âge pendant l'audience, qu'il a passé le doctorat en 1895 et qu'il était originaire de la sous-préfecture de Qinghai, dans la province métropolitaine. Le livre a été publié en 1911 au Anhui, province où Liu Zhuti a en effet exercé les fonctions de préfet à Huizhou, pour être précis. Ce sont donc des documents et des correspondances rédigées dans ces fonctions de préfet de Huizhou qui forment la matière proprement dite du Taopi Gongdu. Et soit dit en passant, on y trouve beaucoup de choses tout à fait intéressantes sur la façon dont les nouvelles politiques étaient appliquées sur le terrain. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Ce dont je veux parler, ce sont donc deux pièces qui ont été placées en tête du livre, là où en général on trouve plutôt des préfaces, et la présence de tels textes est en fait tout à fait inhabituelle dans ce genre d'ouvrage. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres exemples. Et ces deux pièces, ce sont donc les comptes rendus très formels, mais dont je crois qu'ils sont plus ou moins mot à mot. Les échanges sont en fait cités en langue parlée, les comptes rendus de deux audiences que Liu Zhuti a eues avec l'impératrice douairière et l'empereur Guangxu en 1906 et 1907, donc en plein débat sur les problèmes constitutionnels. Ces audiences étaient une opération tout à fait routinière pour les Qing. L'empereur recevait systématiquement les nouveaux nommés, de quelque rang qu'ils fussent, parfois aussi les fonctionnaires qui avaient fini leur terme dans un poste donné. Et à l'occasion de ces audiences, il leur posait, qui étaient très brèves, il leur posait quelques questions, et au XVIIIe siècle, en tout cas, il prenait quelques notes sur une fiche qui était ensuite archivée au palais. Ces audiences, en fait, permettaient aux empereurs d'avoir un contact personnel, fût-il de quelques minutes, avec la totalité des fonctionnaires du cadre régulier, et elles étaient supposées entretenir la loyauté et l'engagement de ces fonctionnaires dans la mesure où voir son empereur en personne, ce n'était quand même pas une petite expérience. On ne semble pas avoir suivi cette pratique sous les dynasties précédentes, mais les empereurs Qing, pour ce qui les concerne, s'y sont conformés scrupuleusement et jusqu'au dernier jour de la dynastie. Quoi qu'il en soit, en 1906, Liu Zhuti arrivait au terme d'une période de service au censorat, où, en sa qualité de censeur, donc, il était qualifié pour adresser des mémoires directement au trône, pour lequel il n'était donc pas un inconnu. Et la première audience, le 16 mars 1906, était donc motivée par sa sortie de poste. Quant à la seconde, qui a eu lieu le 19 février 1907, elle faisait suite à sa nomination dans la territoriale comme préfet de Huizhou, un profil de carrière d'ailleurs du censorat directement à une préfecture, un profil de carrière tout à fait standard pour un censeur bien noté. Le 16 mars, donc, Liu Zhuti se rend au palais. Ils sont trois à être reçus en audience ce matin-là, et il est introduit par l'eunuque de service en présence de ceux-ci et de l'empereur Guangxu. Il est 9 h du matin, et on comptait déjà en heure occidentale à cette époque. Et Liu décrit sommairement la pièce chauffée où ils se tiennent. En fait, cette audience se déroule non pas dans la cité interdite, mais dans un pavillon du lac Nanhai, donc un de ces lacs qui sont à l'ouest de la cité interdite. Et Liu Zhuti donc décrit la pièce, la décoration, et il décrit aussi le coussin sur lequel il se tient agenouillé pendant
pendant toute l'audience, Cousin qui, nous dit-il, est familièrement appelé Cousin des grands conseillers. Je disais tout à l'heure qu'après le coup d'État de 1898, l'empereur Guangxu n'était qu'une marionnette. Et c'est bien ce qu'on voit dans ces audiences. C'est lui qui commence à parler, mais ce n'est que pour demander à Liu son âge, 38 ans, 38 souhaits plutôt, et dans quel service il travaille, le censorat. Et c'est tout. À partir de là, c'est ceci qui prend la parole et qui fait la conversation, sauf à la fin où l'empereur reprend la parole pour dire « tu peux partir ». Ceci prend donc la parole, elle dit à Liu Zhuti que le mémoire qu'il a récemment envoyé était très bien, et elle aborde aussitôt la question de la Constitution, dont le mémoire en question parlait apparemment. La forme de notre gouvernement en Chine est différente de celle des autres pays, dit-elle, et cette question de la Constitution, il faut vraiment la considérer sérieusement. À quoi Liu répond que la Constitution originelle de la Chine, c'était les institutions dynastiques léguées par les ancêtres, que la distinction importante à faire aujourd'hui, c'est entre une constitution monarchique et une constitution démocratique, donc il emploie les mots Tunju ou Minju, et qu'il attend prosterner la décision de l'impératrice. Autrement dit, qu'est-ce que vous choisissez, démocratique, autocratique, mais ceci passe à un autre sujet et se plaint maintenant de ce qu'il y a en ce moment trop de gens recommandés, pas au-dessus, c'est-à-dire pistonnés littéralement, mais enfin recommandés officiellement, dans la fonction publique, et que ce qu'il disait dans son mémoire était très bien. Mais nous ne savons pas ce qu'il disait. Puis, après quelques questions banales sur la carrière de Liu à l'Académie Ranlin et au censorat, ceci l'interroge sur l'Académie du Zheli, Zheli Xuetang. Il s'agit donc d'une des nombreuses écoles modernes créées à Baoting, donc dans la capitale provinciale du Zheli. Celle-là l'a été en 1905 par Yuan Shikai, qui était alors gouverneur général de la province et qui était un des hommes forts du régime. Liu Zhuti trouve que cet établissement coûte trop cher, que les programmes sont trop compliqués et qu'on y néglige l'étude des classiques. Ceci répond que les classiques, c'est en effet très important, et Liu Zhuti abonde en lui disant que des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie et la Suisse ont récemment traduit des quantités de livres chinois et que les écoliers là-bas sont capables d'étudier les 5 classiques et les 4 livres. Ceci aborde ensuite la question des étudiants chinois envoyés au Japon. Ils sont très nombreux, dit-elle, ils coûtent cher et ils posent de plus en plus de problèmes. Et le Japon était en effet un foyer notoire d'agitation révolutionnaire parmi les étudiants chinois. À quoi Liu Zhuti répond qu'il faut se garder d'y envoyer des étudiants immatures, c'est-à-dire, dit-il, des étudiants qui n'ont pas déjà acquis une solide formation secondaire. Puis, vous avez cet aspect coq à l'âne qui est tout à fait caractéristique des audiences, dans les rares cas où on en connaît le contenu. Puis, ceci aborde un problème qui, en effet, tourmentait beaucoup les autorités à l'époque, à savoir l'envahissement de marchés normalement dominés par la Chine, comme le marché des thés ou le marché des soieries, par des produits étrangers, et notamment du Japon. Liu Zhuti lui répond qu'il suffirait que le ministère du Commerce encourage les marchands chinois à imiter les produits des Japonais, des Indiens et des Français, et tout s'arrangerait. La conversation se poursuit ensuite sur la concurrence des cotonnades étrangères. Et là, Liu préconise, pour y faire face, de développer l'industrie textile en Chine. Mais il ajoute qu'il vaut mieux confier cette industrialisation au secteur privé, donc que ce soit à Shangban, plutôt qu'aux entreprises gérées par l'État, donc les Guanban, qui, dit-il, gaspillent beaucoup d'argent. Chose que des historiens modernes ont établie, en effet, au terme de longues recherches. Et enfin, il recommande d'organiser des foires industrielles et des expositions avec des concours pour primer les meilleurs produits, comme on le fait à l'étranger. Et on peut en effet voir dans le corps de l'ouvrage que c'est exactement ce qu'il a fait à Huizhou après qu'il en soit devenu préfet. L'autre audience, celle de 1907, donc avant de partir pour Huizhou, justement, se déroule à peu près de la même manière, mais cette fois, c'est au Tianqinggong, donc au cœur de la cité interdite. Concernant son nouveau poste, ceci recommande à Liu Zhuti de charmer les gens par sa politesse tout en s'arrangeant pour les contrôler. Sans doute parlait-elle d'expérience. Plus sérieusement, elle s'enquiert de la situation à Tianjin et Liu lui dit franchement que l'application des nouvelles politiques n'est pas facile du tout et que certains magistrats en profitent pour créer des problèmes.
À quoi de ceci répond que les fonctionnaires locaux se moquent en effet des souffrances du peuple et que s'il n'y avait que des bons fonctionnaires, et en particulier des bons magistrats, on n'aurait aucun problème pour devenir riches et puissants, pour devenir Futian, autrement dit l'ambition du pays tout entier et l'objectif de tous les programmes de modernisation depuis un demi-siècle. Je passe ensuite sur les banalités que ceci dispense à Liu, sur le comportement qu'il devra avoir une fois en poste, à part quand même une allusion aux abus dont les écoles modernes, les Xuetang justement, seraient le siège d'après elle, et dont elle dit « tu es tout à fait au courant, n'est-ce pas ?» Et les écoles modernes lui posent visiblement un problème. Et de façon intéressante, avant de partir, Liu dit qu'il voudrait encore ajouter un mot. Ce qui le tracasse, dit-il, c'est le risque que, sous-entendu avec toutes ces affaires de constitution, le risque que le trône perde le pouvoir suprême. Ainsi, dit-il, le Japon était faible quand le shogun monopolisait le pouvoir, mais il est redevenu fort quand Meiji l'a récupéré. Ceci lui dit qu'il a raison, mais qu'il se rassure. Les travaux préparatoires pour la Constitution permettent de communiquer avec l'opinion publique, ce qui est une bonne chose, et la Constitution n'est pas du tout une expression vide. Et elle ajoute, les lois et les institutions de nos ancêtres n'ont plus aucune utilité. Quant aux constitutions des autres pays, elles diffèrent bien sûr entre elles, et il va de soi que je veillerai à ne pas en arriver à perdre le pouvoir suprême. Tu peux être tranquille. Là-dessus, l'empereur Guangxu demande à Liu s'il va prendre le bateau pour gagner son nouveau poste. Oui, je passerai par Shanghai. Eh bien, tu peux t'en aller. Fin de l'audience. Tout cela ne contient pas de grandes révélations, bien sûr. Encore que je trouve certaines déclarations de l'impératrice douairière assez frappantes. Les institutions de nos ancêtres ne sont plus d'aucune utilité, dit-elle par exemple, et elle s'adresse à un de ses fonctionnaires, et un Chinois, et pas du tout à un intime. L'attitude de Liu Zhuti me semble quant à elle assez typique d'un bon nombre de fonctionnaires plutôt conservateurs qui redoutaient beaucoup les changements institutionnels drastiques, tels qu'adopter une constitution, bien sûr, mais qui étaient par ailleurs tout à fait ouverts à la modernisation économique et aux exemples venus de l'étranger. Ce à quoi il fait allusion, en fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque la guerre commerciale, Shangjian, entre la Chine et les pays étrangers, qui revient un peu comme une obsession dans de nombreux textes. Pas dans ce texte-là, il n'emploie pas ce terme, mais c'est exactement de cela qu'il parle, et que l'impératrice parle également. Et puis, la texture même de cet entretien me paraît intéressante, loin des textes théoriques ou politiques. Et c'est bien pour cela que je me suis attardé sur ces quelques pages avant de retourner, ce que je ferai donc la semaine prochaine, au Sichuan et aux problèmes variés que posait l'application autoritaire des nouvelles politiques telles que nous les donne à voir Liu Duanfen dans son autobiographie. Je vous remercie.